Et elle vient de commencer son Oui, discours. oui, il faudrait. Qui sont ici avec nous, et puis très clairement chacun d'entre vous. Vous venez dans ce petit film de voir et d'entendre des Français qui sont venus à notre rencontre pour nous parler tout simplement de la France qu'ils aiment, des valeurs qu'ils portent et aussi de la société dont ils rêvent. Nous avions décidé avant l'été de faire ce tour de France et ils sont venus à ce Tour de France pour parler tout simplement avec ceux qui composent la France, ceux qui la font vivre, ceux qui la transforment, de l'identité de la France, de cette France qu'on aime. Et à chaque fois, des centaines de nos compatriotes sont venus, se sont sans doute un peu dépêchés en partant et en sortant de leur travail, ont renoncé à une soirée familiale ou entre amis, sont venus seuls ou accompagnés d'un collègue, d'un ami, d'un membre de leur famille, et ils sont venus tout simplement nous parler de l'essentiel, c'est-à-dire, vous l'avez vu, de ce qui nous réunit. Et je crois que nous avons entendu beaucoup de paroles fortes, souvent aussi des paroles émouvantes, je crois que vous avez pu le remarquer. Bien sûr, nous avons pu entendre le mal-être, la souffrance, les difficultés de beaucoup de Français. Mais nous avons aussi pris conscience, nous n'avions peut-être pas besoin de cela, mais c'était très marquant, de l'énergie, de la créativité, et puis peut-être aussi de l'enthousiasme de ceux qui ont envie de porter d'autres valeurs, celles de solidarité, celles de fraternité. Ils nous ont parlé de la France dont ils sont fiers, de la France qu'ils aiment, je le dis très simplement. Et ce dont ils nous parlent d'abord, vous l'avez vu, eh bien, ce sont des valeurs qui fondent notre identité, et Daniel l'a très bien dit tout à l'heure, la liberté, l'égalité, la fraternité, et beaucoup d'entre eux nous ont ajouté à juste titre la laïcité. Et ils nous ont dit leur attachement à ces valeurs, mais aussi leur inquiétude de les voir aujourd'hui abîmées. Je voudrais le dire ici avec gravité et même avec une certaine solennité. L'identité de la France, c'est un joyau trop précieux pour qu'on puisse l'utiliser à des fins électoralistes ou l'utiliser pour les vivas de propagande gouvernementale ou électorale. L'identité de la France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est quelque chose de beaucoup plus important, c'est bien plus, c'est la République. C'est cette idée, la République, elle a plus de 2 siècles, nous allons y revenir. Le régime républicain, il a plus de 100 ans. Mais nous savons que la promesse de la République, une promesse intégralement appliquée, elle est encore en devenir et à parfaire. Et c'est pour cela aussi que nous nous battons. Alors oui, liberté, égalité, fraternité, laïcité, on en a parlé, mais surtout il nous faut changer et placer ces valeurs dans la réalité, dans les actes, et c'est cela le grand défi sur lequel les Français nous attendent. Et je le dis vraiment avec la force que j'ai puisée, que nous avons puisée, car nous étions nombreux à assister à ces réunions, que nous avons puisé de cette rencontre avec des milliers de Français, que ce soit à Angoulême ou à la Seine-sur-Mer, de Tourcoing à Auch, de Grenoble à Nancy, en passant par Cachan et aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, à Rennes. Voilà la France qu'on aime, celle que j'aime et dont j'ai envie de vous parler, c'est celle dont les Français nous ont parlé. C'est une France, je le dis simplement, qui ne doute pas de son identité. La France, en revanche, elle s'inquiète du recul de la démocratie, du recul ou même de l'affaiblissement fort de son modèle social, et puis peut-être aussi parfois de notre incapacité à vivre ensemble. Et la France, les Français, eh bien, ils aspirent surtout à une nouvelle donne pour l'avenir. C'est cela aussi qu'ils nous ont dit. Alors, la France, bien sûr, je crois qu'il faut le dire, nous sommes tous fiers d'être Français. Quand on est breton, alors n'en parlons pas. La France, ce sont ses territoires, ce sont ses paysages naturels, si divers, si beaux, ces montagnes, qui l'élèvent d'ailleurs. Et puis, comme je suis en Bretagne, je peux dire ces mers, qui souvent la caressent, mais parfois la giflent un peu, surtout ici. Et puis ces plaines qui la posent, et tout cela, nous les aimons, évidemment. Ces monuments aussi qui viennent nous rappeler le passé, ces universités qui nous indiquent l'avenir, ces écrivains, ces artistes, ces hommes de science, qui ont fait notre histoire, mais qui ont aussi éclairé notre avenir. La France, autant le dire, nous en sommes fiers aussi. C'est une langue admirable,
C'est une histoire vivante, c'est un patrimoine remarquable, une culture dont nous héritons, mais nous le savons, nous avons un devoir, celle de l'enrichir et celle de la transmettre. Alors bien sûr, nous sommes fiers de tout cela, autrement nous ne serions pas français, et ce n'est pas ici qu'il faut le dire. Mais nous savons, nous aussi, comme les Français nous l'ont dit, que la France, c'est d'abord et surtout partager des valeurs, être un citoyen, avec des droits bien sûr et des devoirs. Surtout, peut-être l'essentiel, avoir la volonté absolue, en s'appuyant sur ces valeurs, de vouloir construire ensemble un avenir commun. C'est cela, profondément, la France. La France, je le dis, là aussi pour ceux qui ne l'ont pas compris, la France se définit par ses valeurs et la France, c'est un pays qui s'apprend plus qu'il ne s'hérite. Ce n'est pas là d'où vous venez qui vous amène à être français, c'est de partager ces valeurs dont nous sommes si fiers et que nous voulons porter pour l'avenir. La France, ce sont, ils nous l'ont dit, tous les Français, ils ont commencé par cela. Il faut dire que nous étions en plein dans cette destruction de la jungle, ce renvoi des jeunes Afghans. Ils étaient tous marqués, ils nous l'ont dit. La France dont on est fier, ce sont les droits de l'homme et du citoyen, qui portent d'abord le message du respect, le message de la tolérance. C'est la France de Montesquieu, de Diderot, de Tocqueville, c'est la France de la Déclaration de 1789, la France, dans le fond, de tous ceux qui furent les défricheurs de la liberté. Et puis, la France, c'est l'égalité. C'est l'égalité et le modèle social qui la porte, parce que sans réalité, l'égalité reste au fronton de nos mairies. Égalité par l'école publique, égalité par la protection sociale, égalité par la redistribution. C'est un système de santé parmi les meilleurs au monde, on aimerait bien le conserver. C'est une assurance chômage pour tous, c'est une retraite qui doit être décente et dont nous voulons garder le système. La France, un jeune homme nous l'a dit, c'est un pays où on ne devrait jamais laisser une personne sur le bord de la route. Et dans le fond, c'est la France du Conseil national de la résistance, et je le cite, qui demandait l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. C'est une belle phrase à méditer aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce modèle social, qui est un héritage, je crois, partagé, au-delà de ce que nous représentons, qui nous protège aussi aujourd'hui face à la crise. C'est ce modèle social avec lequel, il n'y a pas si longtemps, le président de la République nous disait qu'il fallait rompre. Et pourtant, aujourd'hui, il nous aide, y compris, à passer la crise. Et nous y tenons. La France, ce sont des services publics, c'est-à-dire tout simplement la puissance publique au service de l'intérêt général. C'est l'outil majeur de l'égalité. La France, c'est le droit du sol qui fait que toute personne qui naît et grandit dans notre pays est française. C'est une France accueillante et ouverte. Et là, je crois que Jules Ferry, comme toujours, nous redit ce que nous devons penser. Il nous l'a dit dans son discours d'Épinal en 1887. Au lieu de fermer la République, il faut l'ouvrir à tous les hommes de bonne volonté, c'est-à-dire à tous ceux qui partagent dans le fond les valeurs de la France. Et dans ce même texte, il regrettait, écoutez bien les mots, ils sont forts, ce patriotisme haineux et bruyant, qui ne fait pas œuvre d'union et d'apaisement, mais qui semble avoir pris pour programme de diviser et d'exciter les citoyens les uns contre les autres. À plus d'un siècle de distance, je crois malheureusement que cette phrase nous rappelle là aussi quelque chose et conserve aujourd'hui toute son actualité. La France, c'est aussi la laïcité, qui accueille toutes les religions, toutes les libertés de conscience, pourvu que ces religions restent du domaine privé et qu'elles respectent le socle de nos valeurs communes. Là aussi, citons Jaurès à Castres en 1904. Démocratie et laïcité sont deux termes identiques. Et il ajoutait, pas plus que le moine ou le prêtre ne sont admis à se substituer aux officiers de l'état civil dans la tenue des registres, pas plus ils ne peuvent, dans l'accomplissement du devoir social d'éducation, se substituer aux délégués civils de la nation, représentants de
la démocratie laïque. Eh bien, c'est au nom de cette conception de la laïcité que nous avons été choqués, et bien au-delà de nous, beaucoup de Français, des propos du président de la République à Latran, selon lequel, et là je le cite, « l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur parce qu'il lui manquera toujours le sacrifice de sa vie ». De même, nous avons été étonnés d'entendre, en plein cœur des violences urbaines, l'appel aux imams pour éteindre les incendies des banlieues. Nous pensons que c'est à la République d'assurer l'ordre et non aux religieux. C'est cela, la laïcité. On voudrait aussi nous qualifier cette laïcité aujourd'hui de positive. Nous le récusons tout simplement, parce que vouloir qualifier la laïcité, c'est déjà commencer à la disqualifier. Et la République, je le dis fortement aujourd'hui, tient à cette laïcité. La République, vous le savez, distingue la loi et la foi. C'est pourquoi d'ailleurs son message est un rempart à la guerre des religions et au choc des civilisations que l'internationale des intégristes voudrait pourtant déclencher. Mais la République protège, et personne ne peut l'oublier, la liberté de croyance et de conscience, et permet à chacun, et doit permettre à chacun, de l'exercer. Libre à chacun d'apporter sa réponse, mais cette réponse est personnelle, elle est intime, elle est tolérante. Elle ne saurait s'imposer aux autres consciences, pas de prosélytisme, ni se substituer à la loi des hommes. C'est la raison pour laquelle nous tenons à cette loi sur la laïcité et que nous ne voulons pas que l'on touche à la loi de 1905. Je le dirais en des termes peut-être un peu différents, mais que je crois profondément que ce que nous disons habituellement. Cette loi, cette laïcité, elle n'est pas seulement le trésor de notre nation, du respect de chacun dans son intimité et du respect et de la tolérance vis-à-vis des autres. Elle est aussi notre plus belle exportation au monde violent du XXIe siècle qui veut opposer les croyants et les non-croyants, l'Occident à l'Orient. Nous, non, nous voulons accepter des valeurs communes et nous voulons la tolérance vis-à-vis de chacun. Alors la France, bien sûr, c'est aussi l'universalisme. Parce que nous pensons que nos valeurs sont si belles que nous devons les défendre au-delà de nos frontières. Et parfois, permettez-moi de le dire, on n'y est pas allé mollo, parce qu'il fallait y aller, on y croyait. La France se conçoit comme porteuse d'une mission qui la dépasse en faveur des droits de l'homme, en faveur de la coopération européenne et internationale, en faveur de la justice et du développement partagé. Et s'affirmer français aujourd'hui, c'est toujours en même temps se sentir européen et se sentir internationaliste. Et je le dis ici en Bretagne, car la Bretagne a toujours été européenne, profondément européenne. Et être français, c'est bien sûr pour nous être profondément européen. Il n'y a pas de continent, faut-il le rappeler, où le dépassement des égoïsmes nationaux a été aussi fort que dans cette construction européenne, ni d'autre continent où l'identité de chaque nation nourrit, enrichit celle de tous les autres. Et c'est aussi parce que nous aimons la France, nous le disons, que nous pensons que l'Europe est notre avenir. Une Europe volontaire, une Europe solidaire, une Europe accueillante, une Europe innovante, voilà aussi ce que les Français ont envie de défendre. Et puis je le dirai simplement, parce que c'est cela qui nous prépare à la suite, si je puis dire, être français, c'est vouloir construire ensemble notre avenir. Certains voudraient regarder la France comme figée, regardant vers le passé, demandant à chacun d'où ils viennent, d'où étaient ses grands-parents. D'autres, au contraire, se disent quelle force nous donnent nos valeurs et quelle force cette volonté de construire ensemble, à partir d'elle-même, notre avenir. Voilà pourquoi Ernest Renan, et comment ne pas le citer ici, un Breton, et quel Breton, écrivait à propos de la nation française une très belle phrase. Il disait, si elle suppose un passé, comme toute nation bien sûr, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le plébiscite de tous les jours. Il nous appelle à plébisciter tous les jours les valeurs de la France, non pas pour les honorer, mais pour en faire une réalité, pour changer profondément la société dans laquelle nous vivons. Voilà la parole d'Ernest Renan. Et dans le fond, c'est de cette idée simple et sublime qu'est née la République,
que la Révolution française résonna dans toute l'Europe à partir d'elle, en 1789, comme c'est un choix parmi d'autres, comme en 1989, quand à Bucarest, les Roumains, s'élevant contre le régime de Ceausescu, eh bien, ont entonné la Marseillaise, ce même contre nous de la tyrannie qui avait soulevé l'armée de Valmy. Là aussi, c'est la force, je crois, il faut le dire, de notre pays. Mais aimer la France, je le dis aussi, c'est accepter de regarder son histoire en face, les yeux dans les yeux. Comme toutes les histoires, elle est riche. Il y a des jours de gloire, mais il y a aussi des parts d'ombre, et il faut aussi regarder les uns et les autres. Nous sommes des citoyens responsables. Nous ne sommes pas des enfants devant des images d'Épinal. Et je crois qu'il faut parler aux citoyens pour ce qu'ils méritent, c'est-à-dire d'être portés au plus haut, chacun d'entre eux. Cessons de nous décrire, comme je l'entends parfois, comme un pays constitué d'un peuple souche, et rappelons-nous toujours que ce qui nous unit, et ce qui nous a permis d'ailleurs le sursaut et parfois le salut dans les périodes les plus difficiles de notre histoire, cela a toujours été les valeurs de la République. N'hésitons pas aussi à dire que la France que nous aimons, c'est celle des ouvriers de 1848 sur les barricades de Paris, celle des insurgés de 1851, pas celle du coup d'État du petit Napoléon. La France de la Commune, pas celle des Versaillais qui l'écrasèrent. La France, en bleu, blanc, rouge, de la rue Montorgueil, peint par Monet, on pourrait citer Manet, Marquet ou bien d'autres, et pas le drapeau au nom duquel on réprima dans le sang les mineurs de Ricamari. La France de Zola, qui accuse, pas celle qui condamna Dreyfus. La France de Jaurès, pas de ceux qui l'ont assassiné, parce qu'il refusait la guerre. La France que nous aimons, c'est celle qui a porté Léon Blum au pouvoir, pas celle des procureurs du procès de Riom, qui lui imputaient je ne sais quel abaissement national, écoutez bien, ça vous rappellera quelque chose, à travers les 40 heures et les congés payés. Mais en vérité, on lui reprochait non pas ce qu'il avait fait, non pas ce qu'il avait dit, mais tout simplement ce qu'il était, un homme de progrès, un progrès pour la France, un progrès pour la paix. Voilà ce qu'on lui reprochait. La France que nous aimons, c'est la France des justes reconnus par Israël, pas celle des délateurs, celle du général de Gaulle, qui désobéit et ne plie pas celle d'un maréchal de France aux ordres de l'occupant, celle de la Fiche rouge et de Manoukian, qui parlait ainsi, à l'époque, rappelez-vous de notre triptyque, liberté, égalité, fraternité, ces mots qui disaient la France. Et nous voulons qu'ils disent, et qu'ils disent toujours la France. Et puis Paul Éluard et son liberté, j'écris son nom. Aragon, la rose et le réséda. Rappelez-vous, ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Nous sommes tous des Français et nous avons envie d'y rester. Nous n'aimons pas la France de Vichy, de ses lois scélérates, des rafles d'enfants au petit matin, au Veldiv et ailleurs. Voilà, c'est cela la France. Eh bien, regardons-la en face. Notre histoire, elle a connu l'esclavage, la colonisation, l'ordre moral, le renoncement de 1940, la collaboration, se souvenir des taches noires de notre histoire, après avoir parlé de ces combats flamboyants, c'est d'abord être mieux capable de construire l'avenir, c'est nous rendre plus forts. En tout cas, quand nous sommes des petits enfants, des philosophes de la lumière qui pensons à la raison, nous ne pouvons pas regarder l'histoire autrement que cela. Nous n'avons rien à craindre, d'ailleurs, dans cet exercice de vérité avec nous-mêmes, car nous retrouverons dans notre passé l'énergie et la volonté des grands combats qui ont construit notre nation et qui ont façonné notre identité. Alors bien sûr, je le disais, je pense d'abord à l'héritage des Lumières, parce que dans le fond, de Montesquieu, Voltaire, Diderot ou Rousseau, que peut-on retenir? Eh bien, deux choses essentielles, que les hommes et les femmes sont d'abord des êtres de raison et qu'ils peuvent ensemble être maîtres de leur destin. Ce sont de ces philosophes du XVIIIe, mais aussi des combats ouvriers qu'est né
l'idée européenne, ce continent qui pense que les hommes et les femmes peuvent choisir la société dans laquelle ils ont envie de vivre et se trouver les moyens d'y arriver. C'est cela l'Europe, c'est cela la pensée européenne née de ces philosophes du XVIIIe siècle. C'est vraiment leur grande leçon. Ils se sont élevés contre l'ordre établi, tout simplement, pour mettre en place, inventer la liberté, pour penser un homme qui ne serait plus un sujet, mais un citoyen, pour imaginer un homme qui ne serait plus enfermé dans sa condition, mais qui serait libre de se construire et de construire avec d'autres une autre société, pour imaginer une société qui serait capable de se gouverner elle-même et de faire l'histoire, et déjà pour faire l'Europe et pour faire la paix. La France, je crois, s'est constituée en portant haut cette conception, et comme je l'ai dit, elle a dépassé très largement notre pays. Alors bien sûr, avec en arrière-plan ces philosophes du XVIIIe, je pense au combat de la Révolution pour la liberté et la démocratie. Et je voudrais là, parce que je crois que vraiment quand on parle de l'identité de la France, il faut penser à ceux qui l'ont construite, vous dire ce que disait Ferdinand Buisson, le fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Parce que dans le fond, en citant ces hommes et ces femmes, je vous dis non seulement profondément ce que je pense, mais je fais parler ceux qui ont permis à l'identité de la France d'être aujourd'hui une force énorme. Ferdinand Buisson, le fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Voilà ce qu'il disait. C'est parce qu'elle est la France de 1789, le pays d'où est parti cet appel, impossible à étouffer. Appel à la liberté, à la justice et à la raison, appel à l'égalité, à la fraternité. C'est parce que la France a fait cela que nous l'aimons. Un Français n'est pas seulement un homme né en France, c'est un homme né de la France, qui a l'esprit formé à son esprit, qui a appris d'elle à regarder toujours plus haut, à vouloir toujours plus de lumière, toujours plus de raison, toujours plus de fraternité. Et s'il devait y avoir une seule phrase pour définir l'identité de notre pays, je crois qu'il faudrait en effet retenir celle-là. Alors bien sûr, ces grands combats, ils sont nombreux. Nous pouvons penser à la Commune qui a porté haut l'aspiration de l'égalité sociale. Penser fortement, et la Bretagne sait de quoi on parle, au combat des ouvriers du XIXe et du XXe siècle, qui ont permis non seulement l'émancipation des travailleurs à l'époque, mais qui ont mis en place les prémices du droit du travail, de la protection sociale, et qui ont ouvert la voie à ce que sera plus tard ces protections pour l'ensemble de notre pays. Mais je pense aussi aux combats féministes pour l'égalité des droits, les combats d'Olympe de Gouges, de Flora Tristan, d'Hubertine Auclair, de Louise Michel, de toutes celles, je dis de toutes celles, elles étaient surtout des femmes. Mais bon, reconnaissons qu'il y a eu quelques hommes, plus récemment, qui ont porté aussi cette idée d'égalité et aujourd'hui de parité. Je pense bien sûr à la résistance fondatrice de la France moderne et à son combat tout simplement pour la liberté, bien sûr, mais pour l'honneur, pour l'honneur. Je pense au combat pour la décolonisation, dont les traces sont encore douloureuses dans la société française et dans toute l'Afrique. On comprend ainsi les réactions scandalisées, les nôtres d'ailleurs, face au discours de Dakar du président de la République, ou à cet amendement choquant sur les bienfaits de la colonisation. Sur ce point, plus que tout autre, la France s'honorerait à aborder de front cette période de son histoire. Et ce bilan, nous devons le faire des deux côtés, en nous appuyant sur des historiens, sur des économistes, sur des sociologues, et en disant clairement que la colonisation ne peut être acceptée, car elle est l'asservissement d'un peuple par un autre, et en faisant clairement, avec ces pays, le bilan de ce qui s'est passé. La France aurait intérêt à regarder aussi la part de cette histoire, de son histoire actuellement. Je pense au combat pour la reconnaissance des droits des étrangers, qui se prolonge aujourd'hui avec les militants, par exemple, du réseau Éducation sans frontières, ou avec ceux travailleurs sans papier qui aujourd'hui occupent des usines ou des entreprises. Je pense au combat contre toutes les discriminations, qu'elles soient liées au handicap, au genre, à l'origine ou à l'orientation sexuelle. Là aussi, ces combats font partie de notre pays. Et si je cite toutes ces références
de tous ces combats, ce n'est pas pour en constituer un catéchisme figé qui ne bougerait pas. C'est pour dire tout simplement qu'en s'appuyant sur elle, en s'appuyant sur cette page de notre histoire dont nous sommes le plus fiers, eh bien nous devons continuer à forger une évolution qui ira dans le sens des valeurs que nous aimons. Et pour cela, eh bien, il faut tout simplement faire en sorte que ces valeurs transforment la réalité. Autrement, nous ne serions pas cette France dont nous parlons. Et c'est vrai que quand on pense de l'étranger à la France, on pense d'abord à la terre des libertés, à la terre des droits de l'homme. On pense à un pays où la justice et les médias sont indépendants, où on respecte la diversité des opinions. Et c'est pour cela que même pendant une période de crise économique, les socialistes ont décidé de continuer à se battre pour défendre les droits et les libertés, et que nous continuerons à porter ce printemps des libertés auxquelles nous croyons. Et quand on pense à la France, surtout quand on la vit aujourd'hui, on pense et on s'inquiète sur son modèle social. Le modèle social fait rimer liberté avec égalité. Nous, hommes et femmes de gauche, et bien au-delà, je pense, humanistes, démocrates, nous pensons qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, sans accès aux droits, sans accès à l'éducation, à la santé, au logement, à l'emploi. Comment être libre? Comment faire vivre sa famille? Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. La France ne serait pas la France sans la sécurité sociale, sans la retraite par répartition, sans les services publics de qualité. La France n'est pas non plus la France sans la passion de l'égalité. Et je crois qu'il y a eu très tôt en France cette idée qu'il n'y a pas de progrès s'il ne profite à tous et qu'il ne pourrait y avoir d'efficacité économique sans justice sociale. Disons-le simplement, c'est ce que nous ont dit les Français tous les jours. Ce qui les inquiète aujourd'hui, ce n'est pas cette reconnaissance de ces valeurs qu'ils connaissent bien, c'est qu'ils ont l'impression que notamment ce modèle social se fissure chaque jour. Et les responsables, ce sont ceux qui favorisent les égoïsmes au détriment du collectif, qui remettent en cause la protection sociale et les services publics, qui imposent le bouclier fiscal et l'injustice, ceux qui aujourd'hui, au nom de l'identité nationale, tentent de diviser les Français au lieu de les unir. Eh bien, j'ai envie tout simplement de leur citer une phrase du général de Gaulle. Il disait « Il y a deux catégories de Français. Ceux qui disent « Il y a deux catégories de Français » et les autres. » Il était du côté des autres, comme nous. J'ai parlé tout à l'heure aussi de fraternité, de droits de l'homme et d'universalisme. Ces valeurs-là également, il ne suffit pas de les proclamer. Ceux qui enferment des enfants dans des centres de rétention, qui renvoient des réfugiés dans un pays en guerre, qui expulsent des lycéens, qui séparent des familles, ne défendent pas les droits de l'homme. Et je voudrais le dire aussi que ceux qui ont proposé comme modèle l'Amérique de Bush, ceux qui ont reçu les dictateurs en grande pompe, ceux qui parfois confondent les business et la diplomatie, ne défendent pas non plus l'universalisme de la France. Il faut aussi le dire. Je voudrais vous dire un mot d'une femme qui, comme vous, je pense, m'a émue ces dernières semaines, et je voudrais tout simplement vous en dire un mot. Elle a choisi de vivre à Berlin. Et de Berlin, que nous dit-elle? Elle nous dit que la France où l'on poursuit des enfants jusque dans leur école n'est plus la France. Elle nous dit sa révolte, et elle persiste, malgré les intimidations de la droite, la plus dure, il faut bien le dire quand même, qui lui assigne un grotesque devoir de réserve parce qu'elle est écrivain, femme de culture. Cette femme, vous l'avez reconnue, c'est Marie Ndiaye. C'est l'une des plus grandes écrivaines françaises, pas seulement parce qu'elle vient de recevoir le prix Goncourt. Sa langue est superbe et elle parle de notre résistance à la détresse. Je le redis ce soir, ne touchez pas à Marie Ndiaye, ne touchez pas aux hommes et aux femmes de culture. Et puis disons-le simplement, cette France que nous aimons, c'est sans doute la France où Marie Ndiaye aimerait revenir vivre. Voilà, donnons-lui cette envie-là, c'est aussi cela qui nous réunit.
Et puis la France, c'est aussi un pays qui doit s'assumer pleinement comme la nation métissée qu'elle est aujourd'hui. Au long des siècles, la population française a additionné les origines diverses. Sous l'Ancien Régime, c'était la France des provinces, la France des patois, un royaume aux multiples institutions et particularités qui sont encore bien vivantes. Puis, à partir de la fin du XIXe siècle, la France est devenue une grande terre d'immigration. Toute cette diversité, nous la retrouvons d'ailleurs aujourd'hui dans les patronymes des Français. Italiens, Belges, Espagnols, Russes, Arméniens, Allemands ou Polonais sont venus s'installer pour travailler dans les mines et dans les usines. Et puis, à partir des années 60, c'est le tour de l'immigration marocaine, tunisienne et algérienne, suivie de peu par les populations d'Afrique noire. Voilà, eh bien, toutes ces femmes, tous ces hommes donnent à la France son visage d'aujourd'hui. C'est ainsi que se construit chaque jour l'identité de la France. C'est celle qui est partagée à la fois par Albert Camus et par Aimé Césaire. C'est celle-là aussi, cette France que nous aimons. La France que nous aimons, elle réunit toutes ces histoires et elle doit faire toute leur place aux descendants de ceux qui sont venus pour aider notre pays à se construire ou à se reconstruire, ceux qui ont combattu pour notre liberté. Toutes ces arrivées multiples ont modelé les villes et les campagnes. Elles ont modelé nos entreprises, nos habitudes, notre vie quotidienne, nos goûts, même notre gastronomie, notre connaissance des autres et du monde, nos rêves. Et elles font la France d'aujourd'hui. C'est cette France que chantaient les Reggiani, Yves Montand, Mouloudji, Barbara, Édith Piaf ou Jean Ferrat. Ils sont tous métèques, comme chantait Moustaki, tous amoureux de la France et de sa liberté. C'est cela aussi la France. Alors à ceux qui stigmatisent l'étranger, on a envie de répondre avec les mots simples de Charles Aznavour rendant hommage aux émigrants. J'aimerais bien vous la chanter, mais je n'irai pas jusque-là. Et pourtant, je l'aime bien, cette chanson. Comment crois-tu qu'ils sont venus? Ils sont venus les poches vides et les mains nues, pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils ont souffert? Ils ont souffert, certains en décrivant l'enfer. Avec la plume ou le pinceau, ça nous a valu Picasso. Voilà, c'est aussi cela, la France. Ces arrivées, souvent plus massives d'ailleurs hier qu'aujourd'hui. Je rappelle que le nombre d'étrangers en France, en pourcentage de la population, n'a pas bougé depuis 80 ans. Ces arrivées ne se sont jamais faites facilement. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a toujours eu des heurts, des craintes, des difficultés. Mais à chaque fois, la nécessité de l'époque, le temps qui fait son œuvre, mais aussi, il faut bien le dire, l'engagement des hommes et des femmes qui cherchaient à unir, à respecter les autres, ont permis de continuer la France. Alors certains nous disent aujourd'hui, mais ceux qui viennent maintenant, ils sont différents. Ils viennent de loin, ils viennent d'Afrique, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils ne veulent pas s'intégrer, ils continuent leur tradition, ils ne font pas d'efforts. Mais allez demander aux immigrés d'hier, italiens ou polonais et bien d'autres, dont la religion était principalement chrétienne, si eux-mêmes n'ont pas longtemps perpétué les traditions de leur pays d'origine. Mais surtout, ce n'est pas parce qu'on aime le pays d'où l'on vient, le pays de ses parents, que l'on n'aime pas la France. Et je crois même, pour dire les choses autrement, que chaque personne, chaque individu a intérêt à connaître ses racines et à les aimer pour pouvoir vivre sa vie là où il est, et en l'occurrence en France, et préparer son avenir. C'est cela aussi que ne comprennent pas ceux qui nous parlent aujourd'hui d'une certaine identité nationale. Et comment ne pas penser ici à Rennes? J'ai lu d'ailleurs ce livre ici, en Bretagne, à ce livre cet été, de Mona Ozouf, qui a magnifiquement parlé de cette tension permanente, de cette composition française de notre République, qui n'est pas uniforme, mais qui en fait une nation, tout simplement. Certains, à droite, nous expliquent que les immigrés n'auraient pas encore reçu les codes d'accès pour vivre en France. C'est bien la preuve, s'il en était besoin, que la droite établit un lien clair entre l'identité nationale et la question de l'immigration. Mais c'est surtout un
détournement de la vérité. Chacun sait que les principaux obstacles à l'intégration ne sont pas des obstacles culturels. Rappelons-nous d'ailleurs tous les efforts qu'ont fait les immigrants qui sont venus dans notre pays pour insérer leurs enfants, parfois même pour les assimiler, parfois même, pourrait-on dire, un peu trop. Les principaux obstacles, nous les connaissons. Ce sont les difficultés d'intégration sociale, ce sont les discriminations, ce sont les échecs urbanistiques des villes ghettos, et c'est aussi parfois ce qui reste de xénophobie ou de racisme dans notre pays. Alors arrêtons les mensonges, arrêtons de stigmatiser de manière insupportable les étrangers. Dénonçons avec force ces propos comme ceux sur les mariages gris, une honte dans notre pays. Mais ne nous laissons pas tenter non plus à ne pas condamner la décision des Suisses sur les minarets. Moi, je suis pour le droit d'ingérence. Certains disent qu'on ne peut pas s'ingérer. On peut s'ingérer pour dire qu'aujourd'hui, nous croyons que la laïcité, c'est la reconnaissance pour chacun de croire ou de ne pas croire et de pouvoir effectivement pratiquer sa religion si on croit. Mais vous savez, il y a des moyens d'intégrer ensuite, comme on intègre tout bâtiment dans l'espace public. Nous savons le faire, nous les maires, nous le faisons tous les jours. Je voudrais à ce moment vous faire partager le bonheur que j'ai eu à lire les paroles de l'écrivain libanais Amin Mahalouf. Il a dit tout simplement « Les sociétés devraient assumer, elles aussi, les appartenances multiples qui ont forgé leur identité à travers l'histoire, ce qui veut dire tout simplement que notre histoire, notre identité, elle vient bien sûr de la France la plus profonde, mais elle vient aussi de tous ceux qui nous ont rejoints et qui aujourd'hui sont avec nous. L'égalité, en fait, elle se gagne ou elle se perd à l'école, à l'entrée de l'hôpital, dans l'accès à l'emploi, dans le regard d'un directeur des ressources humaines ou à l'entrée d'une boîte de nuit. La fraternité, elle se gagne ou elle se dissout devant les portes d'une préfecture, dans la hantise d'une expulsion de la famille chaque fois que l'on prend le métro, dans l'injustice des contrôles d'identité ou au faciès, dans les transports en commun ou dans la rue. Et pour construire une identité commune, croyez-vous qu'on doit commencer par dire « la France, tu l'aimes ou tu la quittes » et créer un ministère de l'identité nationale et de l'immigration? Comment pense-t-on rendre service à notre pays en faisant cela? Comment construire le vivre ensemble auquel nous nous sommes tellement attachés sur le refus de l'autre? Alors pour nous, la France qu'on aime, c'est celle qui dit la France, si tu l'aimes, parce que tu partages nos valeurs, eh bien tu vas la construire avec nous et nous avons besoin de toi pour la construire demain. Alors, par rapport à cette stigmatisation des étrangers, de ceux qui viennent d'ailleurs, nous devons savoir parler simplement de ces problèmes d'immigration. Nous devons définir une politique d'immigration avec des règles claires et justes que nous devons définir en partenariat avec les pays d'origine. Ce n'est pas à nous d'aller choisir, là, au Bénin, des médecins, là, au Burkina, des manœuvres. C'est avec ces pays que nous devons, comme nous avons su le faire, parfois avec le Mali, avec le Sénégal, choisir ces mouvements de population qui seront utiles à notre pays et qui seront aussi utiles aux leurs. Mais il nous faut aussi faire vivre le droit d'asile, et rappeler aux Français que les étrangers, ce ne sont pas des stocks et des flux de personnes qui viendraient nous manger la laine sur le dos, mais ce sont des hommes et des femmes qui chacun ont leur histoire, qui souvent ont fui la guerre, la misère, la torture, la pauvreté. Et quand on lit le livre récent d'un jeune afghan, à qui j'ai d'ailleurs dédié cette intervention, Wali Mohammedi, de Kaboul à Calais, on voit que ces jeunes sont parfois les héros des temps modernes. Il faut voir ce qu'ils ont vécu. Il faut voir avec quelle fraternité ils l'ont vécu. Et qu'ils retrouvent ici en France, et c'est aujourd'hui son cas, une famille qui l'a accueilli et qui fait qu'aujourd'hui, depuis une semaine, il est français. Lui, ce jeune Afghan qui avait perdu ses parents, tués par les talibans. C'est cela aussi la France. Et il faut rendre hommage à cette France. Eh bien, Wali, c'est la France de demain, et ses parents, c'est la France d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous souhaitions régulariser
des sans-papiers qui sont aujourd'hui dans notre pays. Et d'ailleurs, ces dizaines de milliers de personnes qui se cachent sont la preuve tangible de l'échec d'une politique d'immigration qui nous fait croire qu'en faisant voter des lois ou en montant des barbelés autour de nos frontières, on arrêterait ces hommes et ces femmes qui se battent pour vivre. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Alors nous voulons qu'effectivement tous ceux qui sont là depuis plusieurs années, qui ont tout fait pour s'intégrer, et quand je pense à ceux dont on parle ces derniers jours, qui travaillent, qui payent des impôts, des cotisations sociales, ceux qui ont leurs enfants à l'école, eh bien ces hommes et ces femmes, accueillons-les, comme la France a toujours su les accueillir, et nous continuerons, n'en déplaise à certains, à défendre ces positions. Les mêmes certains dont je viens de parler prétendent parfois, et je voudrais en dire un mot, que la gauche aurait un problème avec la nation. C'est un classique d'une certaine droite que d'essayer d'exclure la gauche de l'identité collective en l'accusant de mal servir notre pays. Cela rappelle d'ailleurs des heures sombres, ce type de propos. Il faut citer en réponse les mots de Léon Blum devant ses juges au procès de Riom, lorsque le régime de Vichy l'accusait d'être anti-français. Il disait « Je crois que vous ne pourrez pas nous chasser de l'histoire de ce pays. Nous n'émettons pas de présomption, mais nous y apportons une certaine fierté. Nous avons, dans un temps bien périlleux, personnifié et vivifié la tradition authentique de notre pays, qui est la tradition démocratique et républicaine. » Et je dirais que, prolongeant ces paroles admirables de Blum, je voudrais rappeler la vérité historique en ce qui concerne le lien entre la gauche et la nation. En France, ce qui a constitué la nation, c'est d'abord la Révolution. Et contre les forces réactionnaires, ce sont les révolutionnaires qui ont fait de la nation le détenteur de la souveraineté capable de se gouverner. Et le mot gauche est apparu au moment de la Révolution pour désigner justement les partisans de la pleine souveraineté de la nation contre les défenseurs du pouvoir royal. Oui, il faut le dire clairement, si la nation n'appartient évidemment pas à la gauche, dans notre pays, la nation est née par la gauche et par les opposants à l'ordre établi à l'Assemblée constituante. Elle est née finalement d'un projet politique qui n'a pas beaucoup changé. Le projet de l'émancipation de l'homme, le projet de la liberté démocratique, le projet de l'égalité citoyenne. Ce projet reste actuel et il est en construction permanente et partagé par beaucoup, bien évidemment et heureusement, dans notre pays. Alors je le dis très simplement au président de la République, cessons les faux procès, les faux débats et surtout les vraies manipulations. Et regardons en face la vraie crise qui touche la France. La vraie crise qui touche la France, les Français nous l'ont dit. Ce n'est pas leur identité, ils en sont fiers et ils la connaissent. C'est la crainte qu'elle soit remise en cause. C'est ce modèle social qui aujourd'hui est mis à mal. C'est la société qui se fissure. C'est le vivre ensemble qui semble de plus en plus difficile. Voilà ce que refusent véritablement les Français. Et il n'y avait qu'à les entendre, vous les avez entendus tout à l'heure, en résumé, ils étaient des centaines à s'être exprimés pendant ces rencontres. Eh bien, bien sûr, nous avons rencontré beaucoup d'hommes et de femmes en difficulté, mais beaucoup aussi qui aspiraient d'abord à nous parler de ce qu'ils voulaient pour eux, pour leurs enfants. Et ce sont eux qui vont nous aider à changer le pays. Ce sont eux et ce sont vous, si je puis m'exprimer ainsi. Vous, les salariés, qui nous ont beaucoup parlé, qui travaillaient dur et qui gagnaient peu. Les jeunes qui nous ont parlé du chômage, de la précarité, de la difficulté du travail. Les parents, les familles qui n'arrivaient pas à s'en sortir, les retraités qui ont beaucoup de projets et qui n'arrivent pas à les mener à bien. Je pense à cette dame de Nantes qui disait « Aujourd'hui, le social, il s'en va ». Et c'est vrai, le social, il s'en va. Ça devient un peu comme aux États-Unis. On enlève ce qui est social, on enlève même, on touche même à la famille et aux allocations familiales. Et puis je pense aussi à cette femme au foyer de Charente-Maritime qui nous a dit voilà, j'ai 2 enfants, un fils de 7 mois et un de 10 ans. Ils seront quoi? J'en ai peur, ils seront chômeurs, car ils sont nés la carte de chômeur dans le ventre. Eh bien, voilà pourquoi nous voulons agir, pour empêcher que certains pensent cela, et surtout pour que ces 2 enfants aient effectivement un avenir.
Les visages de ce Tour de France, ce sont aussi tous ceux qui servent la France et l'égalité à travers les services publics. Les postiers, les cheminots, les électriciens, les gaziers, qui luttaient contre la privatisation. Pas pour vous, comme certains voudraient le dire, mais tout simplement pour que les services publics n'oublient aucun citoyen et aucun territoire. Vous, les fonctionnaires, professeurs, médecins, magistrats, et comment ne pas citer cette femme d'un milieu rural qui disait oui, on est en train, en supprimant des postes, des tribunaux, des transports, de supprimer cette France terrienne, rurale, qui pour moi est essentielle. Mais je retiens ce que nous a dit une dame en disant dans le fond, le social s'en va, très bientôt l'éducation ne sera plus nationale et l'hôpital ne sera plus l'assistance publique. Voilà la crainte que le privé remplace effectivement ces services publics et que derrière les droits reculent, car c'est bien cela aujourd'hui l'inquiétude de la France et je pense que le président de la République devrait le comprendre. Et puis la France, c'est aussi tous ceux qui font rayonner la France par leurs recherches, leurs publications, leurs créations, les créateurs d'entreprises, les vrais entrepreneurs, les vrais créateurs de richesses et d'emplois. J'ai été frappée de voir dans toutes ces réunions le nombre de commerçants, d'artisans, de patrons de PME, de toutes petites entreprises qui sont venus nous dire « Mais nous n'avons rien à voir avec ces banquiers, avec le CAC 40 auquel pense sans arrêt le président de la République. Nous sommes des créateurs de richesses, nous avons mis notre argent, nous voulons aider à la création d'emplois dans notre pays. Et aujourd'hui, ces banques que l'on a tant aidées, eh bien, elles ne nous renvoient rien. Elles ne nous renvoient rien. Voilà aussi ce qu'ils nous ont dit. Et puis la France, eh bien, ce sont tous ces bénévoles, tous ces membres des associations, des syndicats, qui finalement font vivre la solidarité et la fraternité. Et nous en avons rencontré beaucoup, comme ce jeune homme, vous l'avez vu, qui est venu et qui a dit « Mais ne nous demandez pas ce que vous pouvez faire pour nous, demandez-nous, dites-nous ce que l'on peut faire pour vous aider à changer ce pays. » Eh bien, les Français, ils sont comme cela. C'est cela, la vraie identité de la France. Il faudrait que certains le comprennent vraiment. Alors, oui, et ce jeune homme l'a très bien dit, si on est français, c'est parce qu'on partage ces valeurs et qu'on veut construire ensemble son avenir. On ne veut pas quelque chose qui nous arrive d'en haut, on veut être acteur, effectivement, de ce changement. Et quand on est français, on a envie d'être acteur, on a envie d'exister, on a envie d'être là. Et c'est vrai que la cohésion d'une nation, et particulièrement peut-être chez nous, c'est de partager une communauté de destin. Et je le redis là aussi, le problème de la France n'est pas tant une panne d'identité qu'un présent très difficile et une absence d'avenir. C'est cela aussi le sujet aujourd'hui. Et ce qu'attendent les Français, c'est une nouvelle donne. C'est à nous, politiques, de redonner du sens à la société. Car le système actuel marche sur la tête. On est effaré de voir aujourd'hui l'économie financière repartir alors que l'économie réelle est en panne. On est affolé de penser qu'il faut acheter sans cesse plus de biens alors qu'on ne peut pas financer l'éducation et la santé. Et je voudrais vous dire juste une anecdote qui m'a beaucoup frappée, celui d'un agriculteur près de Auch, qui m'a dit ce système, vous avez raison, il marche sur la tête. Il marche sur la tête parce que la politique agricole commune préfère aider les grands, ceux qui polluent, ceux qui ne font pas obligatoirement de l'agriculture de proximité, de l'agriculture bio, de l'agriculture qui vous assure la sécurité alimentaire. Mais il m'a dit, je me suis rendu compte encore plus que ce système marchait sur la tête quand moi qui fais une production maraîchère, je regardais le Burkina Faso, mon concurrent, et je me réjouissais en regardant sur Internet lorsqu'il y avait de la sécheresse parce que je savais qu'il ne me ferait plus concurrence. Et je me suis dit, dans quel système sommes-nous où j'en arrive à me réjouir que des hommes et des femmes crèvent la bouche ouverte? Voilà pourquoi ce système marche sur la tête, chez nous, en France, mais aussi en Europe et dans le monde. C'est cela aussi qu'il faut changer. Alors oui, c'est cela sur lequel on nous attend pour 2012, changer la donne, changer notre façon de produire, de distribuer les richesses, de préparer l'avenir, mais peut-être aussi changer notre vivre ensemble. Mais avant de vous dire quelques mots de ce travail que nous devons faire ensemble, permettez-moi quand même de retenir quelques urgences, 3 urgences absolues pour aujourd'hui,
car la France aujourd'hui va mal et nous ne pouvons pas attendre un nouveau modèle en 2012 pour faire en sorte qu'effectivement les Français sortent des difficultés. Alors, je le dis au président de la République, de tous les Français que j'ai rencontrés, ils s'interrogent nettement moins aujourd'hui sur leur identité que sur leur fin de mois et sur l'avenir de leurs enfants. C'est cela le sujet de la France. Alors, vous feriez mieux de vous en occuper. C'est vraiment ça le sujet. La première urgence, c'est l'emploi et c'est le pouvoir d'achat. Le président a là choisi son camp. Les grands seront protégés et les petits doivent payer. Alors les premiers, le bouclier fiscal, la suppression de la taxe professionnelle, le sauvetage des banques, je ferais mieux de dire des banquiers, car ni les PME ni les particuliers n'ont vu la couleur des milliards d'euros dont elles ont bénéficié, et les autres, c'est-à-dire tous les autres, eh bien, un petit plan de relance insuffisant sur l'investissement, totalement insignifiant sur la consommation et donc des résultats vraiment inconséquents sur la croissance et sur l'emploi. À cela s'ajoute, mais nous n'en parlerons pas ce soir, la grande farce du grand emprunt qui finalement fait pchit, comme aurait dit un autre président de la République. Hier, et c'est pour ça que je le dis, j'ai entendu le président de la République une fois de plus, avec cette autosatisfaction qui fait une de ses caractéristiques favorites, nous dire à la Seine-sur-Mer, là où il y a un an à Toulon, il nous expliquait qu'il allait éradiquer ce système libéral financier, ces banquiers voyous, qu'il allait dénoncer à la télévision ceux qui continueraient à se distribuer des bonus. J'avais même cru que c'était Olivier Besancenot, ayant pris le son et pas là. Eh bien, hier, que nous a-t-il dit? Eh bien, tout va bien. J'ai bien fait. Il n'a rien fait, j'y reviendrai sur ce terrain-là, en tout cas, mais il dit tout va bien et la France se porte mieux que les autres pays. Alors, je vais juste donner un exemple, celui de l'Allemagne, parce que le président de la République fait toujours référence à l'Allemagne, pour dire vraiment qu'hier, nous avons entendu de lourdes contre-vérités, malheureusement. Sachez qu'à la veille de la crise, en juillet 2008, la France et l'Allemagne avaient quasiment le même taux de chômage, 7,4, 7,6%, 7,4%. Eh bien aujourd'hui, parce que l'Allemagne a fait un grand plan de relance, parce qu'elle a aidé la consommation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des salariés, de retraités, aujourd'hui, elle est à 7,6%, c'est-à-dire quasiment comme avant la crise, alors que la France est à 10% et qu'on nous annonce pour les mois qui viennent 500 000 chômeurs complémentaires. Voilà, ce sont les chiffres de l'Union européenne, ce sont les chiffres de la République française. En ce qui nous concerne, il faudrait que les présidents de la République les regardent. Il faudrait aussi qu'il évite de nous parler de sortie de crise. Que les financiers soient sortis d'affaires, ça, c'est indéniable. Nous avons revu les bénéfices des banques, insolents parfois d'ailleurs, la valse indécente des bonus, des autres rémunérations, des stock options qui reviennent comme si rien ne s'était passé. Mais la crise sociale, elle est malheureusement bien là et elle va se poursuivre, je l'ai dit en parlant du chômage. Alors je le dis au président de la République, contrairement à ce que vous avez redit hier, oui, il faut relancer la consommation, il faut accompagner le pouvoir d'achat et il faut en même temps des investissements pour préparer l'avenir. Nous qui, et le maire de Rennes l'a rappelé tout à l'heure, qui sommes obligés dans nos régions, dans nos communautés urbaines, dans nos départements, de financer à la place de l'État, y compris des grands équipements publics où ils devraient venir nous aider plus fortement, nous savons de quoi nous parlons. Alors, pour relancer ce pouvoir d'achat et donc la croissance et l'emploi, les socialistes ont fait 4 propositions. Je les rappelle pour le président de la République, vous les connaissez. Un remboursement de TVA de 200 € pour 16 millions de ménages. Il faut relancer tout de suite les choses. Allonger les durées d'indemnisation du chômage et du chômage partiel pour qu'on passe cette période de crise sans rompre le contrat de travail et sans licenciement. La création immédiate de 150 000 emplois jeunes. Ça coûterait, je le dis, pas plus cher que de supprimer la réduction de TVA pour les restaurateurs, dont chacun sait que ça n'a rien amené, et puis donner les moyens aux collectivités territoriales de pouvoir continuer à faire ce qu'elles font, c'est-à-dire financer les 3/4 des investissements qui améliorent les conditions de vie des habitants et qui préparent le développement de notre pays. Et comme nous sommes des gens sérieux, vous le savez, eh bien nous disons comment les financer. Je viens de parler de la suppression de la TVA pour les restaurateurs, qui n'a pas eu d'impact. Nos députés ont proposé une augmentation de 10% de l'impôt sur les sociétés des banques, à un moment où les bénéfices reviennent. C'est l'occasion pour moi de saluer les députés et les sénateurs
de la gauche et particulièrement socialistes qui se sont battus, qui ont pris le président au mot et qui lui ont fait ces propositions. Nous demandons de supprimer cette défiscalisation des heures supplémentaires, comme on l'appelle, qui coûte très cher et qui fait qu'on est le seul pays au monde où il vaut mieux faire des heures supplémentaires quand on est chef d'entreprise qu'embaucher, et puis rembourser les dettes aux collectivités locales. Ce serait mieux que d'attaquer les régions comme il l'a fait la semaine dernière. Ce serait véritablement une bonne chose. La deuxième urgence, c'est le logement. La crise a mis des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans la situation de ne plus pouvoir assumer leur loyer ou leurs charges d'ailleurs. Le logement est le premier poste budgétaire, vous le savez, pour beaucoup de Français, ça atteint même parfois 50% de leurs revenus. Alors nous avons deux propositions simples, une que nous demandons depuis le début de l'année, relancer le logement. Chacun sait que quand le bâtiment va, tout va, il faut relancer l'économie, mais il y a tellement de besoins en matière de logement dans notre pays. Et une seconde que je fais ce soir, parce que comme ça n'avance pas, on ne peut pas continuer dans un pays développé comme le nôtre à accepter que des gens vivent dans des logements insalubres, vivent dehors ou vivent sans pouvoir faire vivre véritablement leur famille. Eh bien, je propose un gel des loyers pour 5 ans, car entre les propriétaires et les locataires, je pense que le balancier a franchi aujourd'hui les limites du raisonnable en attendant la construction de logements. Et puis, il faut s'attaquer, comme beaucoup de collectivités locales socialistes le font aujourd'hui, à la précarité énergétique qui touche désormais une proportion préoccupante de la population en aidant à réduire effectivement les charges liées aux consommations d'énergie. Et puis la troisième urgence, eh bien, c'est de mettre fin aux rémunérations excessives et aux avantages fiscaux indus. Et là, je fais référence, bien sûr, au discours de Toulon et des Ardennes du président de la République. Là aussi, les députés socialistes ont déposé des propositions de loi justes. Abroger le bouclier fiscal, limiter les bonus à la part fixe du salaire, c'est déjà pas mal. Supprimer les stock options, sauf bien sûr pour les petites entreprises et pour ceux qui mettent de l'argent pour créer leur entreprise. Mais aussi réduire la hiérarchie des salaires, quand vous savez qu'aujourd'hui en France, dans les grandes entreprises du CAC 40, cette hiérarchie peut atteindre de 1 à 400. Qu'est-ce qui justifie qu'on puisse gagner 400 fois plus que le smicard qui travaille dans son entreprise? Voilà les propositions susceptibles de remettre la France à l'heure de la justice, et puisque le président est attaché à l'identité de la France, eh bien l'égalité, c'est cela. Alors, nos compatriotes attendent des réponses parce qu'encore une fois, pour eux, c'est le problème immédiat, celui d'une France qui ne respecte plus sa devise de la République sur l'égalité et sur la solidarité. Mais ils s'inquiètent aussi de leur avenir et de l'avenir de notre pays. C'est pourquoi ils nous demandent, vous l'avez entendu tout à l'heure, de changer profondément ce système dont on a dit qu'il marchait sur la tête. Ils attendent de nous une vision pour la société, un sens, vivre ensemble dans une société, pourquoi faire ? Que produire, comment distribuer les revenus, comment préparer l'avenir et comment défendre notre conception ouverte et tolérante, bien sûr chez nous, à côté de chez nous, mais aussi au-delà de nos frontières. Et ils nous disent, vous l'avez vu, et ils nous le disent tous les jours, enfin moi on me le dit dans la rue, si vous revenez en 2012, vous les socialistes, qu'est-ce que vous allez faire? Quel projet allez-vous proposer? Nous avons deux certitudes, je le dis, et ce n'est pas ces rencontres qui nous ont fait changer d'avis, bien au contraire. La première certitude, c'est qu'il ne suffira pas de changer le système de manière marginale. Il ne suffira pas d'avoir quelques propositions, aussi ambitieuses soient-elles. Il faut vraiment repenser la manière dont nous produisons, les conditions dans lesquelles nous produisons. Il faut repenser où nous voulons mettre notre argent collectif. Une société développée est-elle une société où il y a un ordinateur portable dans chaque chambre d'enfant? Est-ce ça notre modèle? Ou bien une société qui conduit par l'éducation chaque enfant au milieu de lui-même et chaque personne âgée dans les meilleures conditions jusqu'au bout de la vie? Voilà les questions que nous devons nous poser si nous voulons donner un sens à la société. Nous les poserons. Et puis la deuxième certitude, c'est qu'il est temps de renoncer peut-être à certains renoncements. La démocratie sociale, qui est en crise partout en Europe, elle a, disons-le,
parfois oublier ses valeurs. Elle veut aujourd'hui les remettre au cœur des choses. Je serai avec beaucoup d'amis au congrès du Parti socialiste européen à Prague le week-end prochain. Nous allons reparler de tout cela, retrouver les valeurs de cette gauche européenne très inspirée des philosophes du XVIIIe, des combats ouvriers, je l'ai dit. Mais nous avons à inventer les réponses d'aujourd'hui, les réponses à la mondialisation, aux défis écologiques, aux défis démographiques, aux défis technologiques, et puis toujours au fond de nous l'idée de la justice dans toutes nos décisions et des règles pour les faire appliquer. Voilà les réponses que nous devons aujourd'hui apporter dans ce nouveau modèle. Alors oui, nous le savons, il faudra changer les choses et d'abord mettre en place une nouvelle donne économique et durable. Économique et durable, pourquoi? Parce qu'il faudra faire repasser l'économie réelle avant la finance. Et pour cela, nous avons beaucoup d'idées, nous y travaillons déjà. Mais je voudrais peut-être insister sur un point dont on ne parle pas suffisamment. Nous voulons un État stratège, un État qui agit, qui régule puissamment l'économie, qui en oriente le cours, qui corrige les excès du marché. Et puis, un État stratège, c'est un État qui prépare l'avenir, qui aide la recherche, qui aide à la formation des Français. Et pour cela, l'État devra donner au moins 3 directions à l'économie de notre pays. Et vous verrez que ce sont aujourd'hui des domaines dont personne ne parle. Conduire la mutation écologique de notre industrie. Nous ne l'avons pas fait. Et il n'y a pas que l'automobile, dans tous les secteurs. Conduire la révolution numérique de nos services. Et vous verrez que l'on pourrait, par ce biais-là, améliorer beaucoup de conditions de vie, notamment de ceux qui sont isolés. Et puis, conduire la transformation biologique et raisonnée de notre agriculture. Car nous, socialistes, nous pensons que l'économie marche sur ses 3 pieds, l'agriculture, l'industrie qui a un avenir dans notre pays et le tertiaire. Et c'est sur ces 3 domaines que nous devons faire des propositions lourdes. Nous allons nous y engager profondément, mais nous ne devons pas oublier ce qu'est le génie français. Le génie français, c'est de réussir le mariage entre l'innovation et la solidarité. La France a su faire en même temps le TGV et le RER, et les TER, et même aujourd'hui des TER GV. La France, elle a fait l'Internet à haut débit, mais aussi le prix unique du timbre. Nous voulons le garder. La France, elle est capable de faire des génopoles, elle doit faire aussi des centres de santé de proximité. C'est cela aussi le génie de la France auquel nous sommes attachés. Et pour nous, il ne s'agit pas de renoncer, avec ce nouveau modèle économique, au progrès, à la science, à la technologie, mais il faut leur assigner une direction. La science ne peut pas partir d'elle-même, et cette direction, elle est simple. Le développement humain, dans le respect de la planète, c'est la social écologie que nous construisons aujourd'hui. Pour préparer tout cela, il faudra soutenir la recherche, qui est aujourd'hui oubliée, les créateurs, les innovateurs, les ingénieurs qui aujourd'hui sont souvent supplantés dans les entreprises par les financiers. Et puis, je l'ai dit, soutenir beaucoup le réseau des petites et moyennes entreprises. Alors oui, une nouvelle donne économique, mais nous voulons aussi une nouvelle donne sociale, qui sera fondée sur un autre partage des richesses, sur une fiscalité profondément redistributive et sur une revalorisation du travail. Je ne dirai qu'un mot sur ce dernier point, la revalorisation du travail, parce que le président adore parler de la valorisation du travail. Vous savez, se gagner plus, se travailler plus pour gagner plus, qui n'est resté qu'un slogan. Nous savons pourquoi aujourd'hui le travail, non pas est dévalorisé dans l'esprit des gens, chacun veut travailler, mais est dévalorisé dans les conditions dans lesquelles il se pratique. Il faut d'abord créer plus d'emplois, et puis il faut un travail qui soit rémunéré justement, il faut un travail qui ne soit pas précarisé, il faut inventer des nouvelles conditions de travail. Nous avons remplacé les conditions matérielles difficiles aujourd'hui par des tâches qui restent répétitives, par des harcèlements, par des stress, nous le savons, qui souvent font perdre, y compris leur assurance, leur dignité, à ceux qui en font les frais, si je peux m'exprimer ainsi. Alors tout cela, nous devrons y penser et ne pas oublier les suicides au travail. Et je sais que la Bretagne, à Lannion, n'a pas été épargnée par ceux de France Télécom. Alors oui, il faudra revaloriser le travail, mais en regardant ses vraies causes, en le payant correctement, en luttant contre la précarité, en changeant les conditions de travail, et puis aussi en inventant des nouveaux droits, mais des droits qui soient liés
à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous le savons, il faudra sans doute changer d'entreprise plusieurs fois et peut-être même de métier. Alors donnons la possibilité à chaque homme, à chaque femme d'avoir ce que nous appelons la sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, c'est-à-dire la possibilité à la fois de progresser professionnellement et personnellement, mais aussi d'être protégé lorsqu'il y a des aléas comme des licenciements. Voilà ce sur quoi nous travaillons avec l'ensemble des organisations syndicales. Nous nous adressons à tous, aux salariés bien sûr, mais aussi aux artisans, aux commerçants, à ceux qui créent leur propre entreprise. Et je crois que renouer le fil entre tous ces hommes et ces femmes qui, dans le fond, font l'économie, font la richesse de notre pays, c'est l'un des enjeux majeurs pour la France auquel le socialisme du XXIe siècle doit répondre. Et puis, cette nouvelle donne sociale, mais cela, c'est une évidence pour nous tous, eh bien, elle suppose l'émancipation de chaque homme et de chaque femme, l'accès aux droits, j'en parlais tout à l'heure, et pour cela, il faut défendre les services publics, bien sûr, mais il faut les faire évoluer. Je le dis là aussi très simplement, nous avons souvent privilégié à gauche des réponses uniformes. Et peut-être qu'effectivement, lors de l'école de Jules Ferry, on pouvait effectivement traiter par les mêmes pédagogies l'ensemble des enfants. Aujourd'hui, nous devons faire bouger tout cela. Nous devons faire bouger l'école pour que chaque enfant soit pris en compte avec ses atouts, ses talents, mais aussi ses difficultés. Nous devons accompagner les enseignants qui doivent être libres de leur pédagogie, de leur rythme scolaire, pour leur mettre à leur côté des assistantes sociales, des psychologues, car ils ne peuvent pas régler tous les problèmes de la société. Nous avons à travailler pour donner à chaque enfant toute sa chance. Bien sûr, il faudra des moyens financiers, mais il faudra aller au-delà. C'est tout le pacte éducatif sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec la communauté éducative et aussi d'ailleurs avec les parents d'élèves. Et puis je ne donnerai qu'un autre exemple. Il faudra, je l'ai dit, traiter autrement les personnes âgées. On dit personnes âgées, maintenant on dit seniors, parce qu'entre les retraités et les personnes vraiment âgées, c'est tout un monde. Et pour moi, ce n'est pas seulement prendre en charge la dépendance, même s'il faut le faire, mais il faudra le financer et il faudra des lieux d'accueil qui soient dignes pour ces hommes et ces femmes qui en ont besoin. Ce n'est pas seulement soigner lorsqu'on est malade, c'est porter aussi les projets de ceux qui, prenant leur retraite, ont envie tout simplement de vivre dans la société, qui peuvent y apporter beaucoup et qui ont envie qu'on arrête de parler d'eux comme d'une charge pour la société. Voilà aussi un des sujets sur lesquels la gauche travaille et nous travaillons aujourd'hui. Enfin, je le dis très simplement, une société qui ne fait pas sa place aux jeunes, et on a vu la jeune fille de la Seine-sur-Mer tout à l'heure, je vous assure que c'était émouvant et elle n'était pas la seule, pour nous dire j'ai des projets, elle a un formidable projet, nous travaillons avec elle depuis, pour créer une entreprise, mais toutes les portes se ferment. Et elle dit j'arrive à peine à survivre. Dans quelle société vivons-nous où je n'imagine même pas que je peux avoir un enfant parce que je ne sais pas comment je peux vivre moi-même? Eh bien, pour tous ces jeunes, nous voulons une allocation d'autonomie qui a été portée par les jeunes socialistes depuis très longtemps. Une allocation d'autonomie qui permette à chacun, quels que soient les revenus de ses parents, de se former, d'être en apprentissage, de faire des études supérieures, de travailler même de manière précaire en complétant pour pouvoir faire ses études, mais aussi avoir un logement et construire sa famille. Voilà ce que les socialistes aussi proposeront en 2012. Alors, sans vouloir aller au-delà, je voudrais dire que cette nouvelle donne économique, cette nouvelle donne sociale, elle nous amène à penser des nouvelles réponses. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans un pays où nous avons parfois l'impression que le tempérament autocratique du président de la République, qui veut décider de tout, qui veut limiter tous les contre-pouvoirs, eh bien nous ne pouvons pas ne pas parler de la démocratie. Et j'ai été frappée d'ailleurs du fait, surtout lors des dernières rencontres que nous avons eues avec les Français, combien ce sujet est arrivé. Ils se sont inquiétés de l'indépendance de la justice, qui paraît en prendre un sale coup actuellement, avant même la suppression des juges d'instruction. Ils se sont inquiétés de l'indépendance des médias, non pas des journalistes, mais de ces grands groupes qui aujourd'hui sont organisés et qui laissent à penser qu'une certaine pensée, une seule pensée, pourrait exister en France. Ils se sont inquiétés aussi
de voir que le Parlement, dont on nous avait dit que la Constitution devait renforcer les pouvoirs, n'avait pas voix au chapitre. Et que dire de l'opposition? Ils se sont interrogés, car ils commencent avec force à s'interroger. Le maire de Rennes l'a dit tout à l'heure, sur cette réforme territoriale qui veut dans le fond casser les régions, les départements, pour un seul objectif, changer le mode de scrutin pour essayer de gagner sur le tapis vert ce que la droite ne gagnera pas dans les urnes. Ça, c'est le recul réel de la démocratie. Alors oui, nous devrons porter à nouveau ce grand projet démocratique avec une quatrième étape de la décentralisation, avec un Parlement avec des pouvoirs renforcés, avec des contre-pouvoirs qui existent, avec d'autres rapports avec les citoyens, avec une démocratie sociale dans les entreprises qui existe à nouveau. Et puis nous voudrons aussi, parce que nous sommes Français, nous voudrons aussi que la France porte ses idées dans le monde et nous aimerions tant être à nouveau le fer de lance de l'Europe. Combien de Français ont été ces fers de lance de l'Europe et ne le sont plus aujourd'hui pour une Europe économique, politique, sociale, écologique, comme nous voulons la porter, mais aussi pour une Europe qui défendra dans le monde un modèle où l'on fera en sorte que les normes sociales et les normes environnementales soient intégrées à la concurrence et où surtout la solidarité vis-à-vis du Sud deviendra une priorité. Voilà tout cela, nous allons bien sûr y travailler. Et vous comprenez bien que tous ces projets s'appuient profondément sur les valeurs de notre identité. Ils redonnent du sens finalement à une société qui l'a perdu sous les coups de butoir du libéralisme financier et de tous ceux qui la soutiennent. Redonner du sens à cette société, je l'ai dit dans ces premières esquisses des travaux que nous menons actuellement, c'est faire rimer à nouveau liberté et égalité. Redonner du sens aussi, c'est faire que ces individus dont on parle tant aujourd'hui, eh bien, soient des citoyens respectueux des règles et respectueux des autres. Et je le dis simplement, de même que la droite aujourd'hui ne peut pas nous faire de leçons en ce qui concerne la gestion financière et économique de l'économie. Regardez comment sont gérées nos collectivités locales, regardez comment nous avons géré la France la dernière fois où nous étions au pouvoir, regardez aujourd'hui les déficits, la dette qui inquiète tous nos partenaires. Ils ne pourront plus nous donner des leçons, à nous qui pensons que tout euro confié par les Français doit être bien utilisé. Mais ils ne pourront pas non plus nous donner des leçons sur la sécurité. Ils ne pourront pas nous les donner, parce que par idéologie, ils ont limité le nombre de policiers, le nombre de juges. Par idéologie, ils ont supprimé la police de proximité et l'aide à la prévention. Par idéologie, ils ne veulent pas regarder ce que sont les causes profondes de la violence actuelle de notre société. D'où l'échec patent reconnu par Nicolas Sarkozy lui-même. Donc sur ce sujet-là, non plus, ils n'auront pas de leçons à nous donner et nous continuerons à dire aux Français qu'il faut respecter les règles. Mais mes chers amis, et je conclurai par là parce que dans le fond c'est peut-être l'essentiel de ce qu'attendent aussi les Français, forts de leur identité, je dirais que donner du sens, c'est aussi demander aux Français de nous aider à constituer cette société qui soit bien sûr plus créatrice de richesses, plus juste dans sa répartition, mais aussi plus solidaire et plus fraternelle. Il nous faut construire des nouveaux liens entre les personnes. Il nous faut construire des solidarités qui soient ouvertes et concrètes. Il nous faut retrouver tout simplement le souci de l'autre, tendre la main à un enfant qui dérape, lutter contre l'isolement de ceux qui sont les plus exclus, ou de personnes handicapées ou très âgées, avoir un autre regard sur ceux qui sont différents. Et dans le fond, je suis convaincue que cette société-là correspond profondément à la France qu'on aime. Et quand on regarde l'histoire de la France n'a jamais été aussi heureuse dans son histoire, et les Français aussi fiers d'eux que lorsqu'ils ont porté en leur sein et au-delà de nos frontières ces valeurs de solidarité et de fraternité. Il nous faudra les retrouver, car vous savez, moi je crois beaucoup au fait que quel que soit le projet politique que nous puissions avoir, si nous voulons vraiment réussir, si nous voulons changer les choses, eh bien il faut que les citoyens accompagnent ce bouleversement.
Pourquoi demander à ce que des personnes aillent rencontrer des personnes âgées quand leurs voisins pourraient tout simplement le faire? Et chacun le sait, quand on est jeune et qu'on va voir des personnes âgées, on apprend autant que ce que l'on peut leur apporter. Chacun sait aujourd'hui que la force et la richesse de notre pays, c'est d'avoir justement l'intelligence, la culture de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui sont venus d'ailleurs et qui aujourd'hui sont français et portent avec nous ce pays complexe, métissé, mais tellement fort justement de cette diversité. C'est tout cela aussi que nous devrons porter. Cette société-là, j'en suis convaincue, elle correspond vraiment à ce qu'attendent les Français. Parce que le bonheur de la société ne se résume pas à l'accumulation des biens matériels. Bien sûr, il faudra faire en sorte que chacun puisse avoir de quoi vivre et même vivre bien et élever sa famille. Le bonheur, ce n'est pas non plus, je prends ça comme exemple parce qu'il me paraît très significatif, être obligé de travailler le dimanche. On a 6 jours pour acheter, on a 6 jours pour avoir, alors qu'on nous laisse un jour pour être, tout simplement, pour avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis, pour aller faire du sport, pour aller à un concert et pour les autres. Tellement de bénévoles en ont besoin. Le bonheur, c'est de vivre dans une société apaisée, parce qu'elle sera juste et qu'elle donnera sa chance à chacun. Le bonheur, c'est de nouer autour de soi des relations amicales et affectives. On existe par ce qu'on a, mais aussi parce que les autres vous renvoient d'images de vous-même. Et nous savons combien les personnes isolées ont du mal à vivre, et quels que soient les moyens financiers qui sont les leurs. Et puis le bonheur, je le dis, parce que vous savez que pour moi la culture est majeure, ce n'est pas ici aussi que je vais en parler, eh bien le bonheur, c'est aussi de partager les grandes émotions culturelles, c'est aussi de ne pas oublier que la France doit laisser sa trace dans la civilisation en permettant aux créateurs eh bien, de s'exprimer en toute liberté, et y compris de mettre le doigt là où ça fait mal, comme ils le font très souvent. Voilà, chers amis, tout simplement ce que je voulais vous dire en vous parlant de la France qu'on aime. Eh bien, la France qu'on aime, nous avions décidé d'aller vers les Français pour en parler avec eux avant l'été. Nous n'étions pas encore dans ce fameux débat sur l'identité nationale. Laissons-le de côté. Il ne nous intéresse pas. Nous voulons effectivement retrouver les valeurs de la France, les faire se développer et construire avec tous ceux qui la partagent, qui sont sur notre territoire, construire ce devenir en commun. Et si je devais, en des termes simples, mais peut-être que je crois profondément, essayer de dire ce que nous avons envie de faire, eh bien c'est tout simplement de faire une société qui prendra soin de chacun dans ce qu'il est, avec ses atouts, ses difficultés, ses aspirations. Mais c'est aussi de demander à chacun, à chaque femme, à chaque homme, de prendre soin des autres. Et puis, à nous tous, de prendre soin de l'avenir, c'est-à-dire de nos enfants et de nos petits-enfants, et de l'avenir aussi, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de nos frontières et qui attendent souvent de nous un geste aujourd'hui. Voilà, chers amis, la France qu'on aime. Eh bien, cette France, nous la ferons avec vous. C'est cela le message de Rennes. Merci.